Moi, j'assume. Il y a un petit côté David Lynch avec la clé, là, tu vois. On ne sait pas ce qu'elle peut ouvrir. Querelleuse, querelleur, bienvenue dans ce nouveau regard croisé consacré au rappeur Hippocampe Fou. Il vient tout juste de sortir son nouveau clip La thune de ma femme et encore une fois, la réalisation entre prise de vue réelle et photomontage étonne et détonne. Quand on lui demande ses influences, il cite volontiers le Saiyan Supakro, Busta Rhymes, mais aussi Stanley Kubrick et Lars von Trier. Car avant d'être Hippocampe le rappeur, Sébastien était étudiant en école de cinéma. Dans cet entretien, nous allons revenir sur ce parcours atypique. N'hésitez pas à parler de querelles autour de vous, abonnez-vous, lâchez des likes, commentez et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la scène post-générique. Les images qui te restent comme ça, qui te hantent et tout, souvent, c'est des trucs assez morbides. La tête d'Amadeus quand il est sur son lit de mort, et ça, je chialais en fait à chaque fois. Et je pense que c'était au-delà du fait que je m'étais attaché au personnage de Mozart, c'était le fait de voir quelqu'un de mort en fait avec sa femme qui était complètement choquée. En fait, mon père, comme il est compositeur, il me l'a montré très petit parce que voilà, il voulait que je comprenne un peu son métier, etc. Et ça m'a choqué. En fait, ce film, je l'ai vu plein de fois et à chaque fois, t'avais un bout du Requiem qui commençait avec lui qui est mort là sur son lit et je chialais de ouf. Et cette image de lui là tout livide sur son lit et tout, ça m'a hanté. Et moi, mon père, j'avoue qu'il a, disons qu'il m'a préservé de beaucoup de choses, mais au niveau du cinéma et de la fiction, très vite en fait, il m'a laissé voir des trucs qui en fait n'étaient pas du tout adaptés. Tu vois, c'était des trucs PG-13, PG-16, tu vois, enfin, si tu prends l'appellation américaine là. Et je me rappelle avoir vu des Rambo 2, des Terminator, des trucs comme ça quand j'avais 6-7 ans, tu vois. D'accord. Et en vrai, aujourd'hui, mes enfants, bah, j'essaye de, tu vois, de faire attention et de pas leur montrer tout et n'importe quoi parce que, si tu veux, le fait qu'il n'y ait pas de limite, je pense que quand tu te construis, là, tu vois, on va dire la fin de l'enfance, début de l'adolescence, tout ça, il y a une sorte de fascination aussi pour tout ce qui est violent, gore, choquant. Et moi, il m'a fallu peut-être, tu vois, plusieurs années jusqu'à ce que je vois en fait le film Funny Games de Michael Haneke, tu vois, que j'avais loué parce qu'il disait c'est le film le plus horrible de tous les temps, je sais pas quoi. Du coup, je le loue en me disant yes, de la violence et tout. Et là, j'avoue que j'ai pris ma gifle en fait et que d'un coup, je me suis mis à la place, identifié à la mère dans ce film-là, tout ça. Je me suis dit, ah, mais c'est horrible en fait, la violence et je pense que c'était le but, et je pense qu'il le dit lui-même, Haneke, c'était de dégoûter les spectateurs de la violence, ou en tout cas de leur faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose de malsain, en fait, tu vois, à être fasciné par la violence. Et du coup, à partir de là, j'ai fait attention et j'étais très vigilant par rapport à ce que j'appellerais la violence gratuite, tu vois, c'est-à-dire, voilà, dans un truc très manichéen, genre Star Wars, machin, le bien triomphe du mal. On est dans quelque chose de vraiment très éloigné de la réalité. Donc pour moi, ça passe, c'est comme les contes pour enfants, etc. Mais quand il y a quelque chose du genre des flics avec des gangsters, des machins, et que, ou même James Bond, tu vois, et que en fait le mec se fait flinguer juste parce qu'il fait partie du camp des méchants, bah il y a un moment où ça me révoltait presque, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait une scène dans Austin Powers qui m'avait fait beaucoup rire avec tu sais, un second rôle qui se fait écraser par un rouleau compresseur, là, ou je sais pas quoi. Et t'as à un moment un coup de fil comme ça, et c'est la famille de ce mec-là, second rôle, qu'on appelle pour dire il est mort, écrasé. Ils disent ah, on pense jamais à la famille. Et j'avais trouvé ça très drôle parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon voilà, c'est un méchant, paf, il se fait tuer et puis basta. Quel était ton rapport au film? Est-ce que tu avais conscience que c'était de la fiction ou tu étais complètement sans filtre par rapport à ça? Il y avait quelque chose, je savais que c'était de la fiction, mais tu vois, je vais te dire une anecdote toute bête, c'est dans Les Dents de la Mer. Quand je vois Les Dents de la Mer, je devais avoir 9 ans, un truc comme ça passe à la télé, et le mec se fait bouffer. Tu sais, la scène à la fin, là, avec. Bon, bref. Le mec se fait bouffer, c'est sale, tu vois, genre c'est bien, bien sanglant, etc. Et
Et c'était tellement bien fait, en tout cas pour mon regard de l'époque, tout ça, je pensais que le mec était vraiment mort, tu vois. Et j'avais 8, 9 ans, tu vois. Et je pense que tout simplement, euh, je sais pas, je m'étais dit, Il y a un enfin, métier, quoi. Il y il y a un a un métier où on meurt. snuff movie, tu vois. Je sais pas, en fait, ça m'a choqué et je m'en rappelle encore, mais ce qui est bizarre, parce que j'avais quand même vu plein d'autres films et plein de trucs où il y avait des gens qui mouraient, des Willow, des trucs, enfin, où il y avait plein de chevaliers, des trucs. Mais là, c'était ce truc de putain, le mec s'est sacrifié pour le film, etc. Et puis après, très rapidement, j'ai pris conscience que c'est n'importe quoi. Mais je pense que tout simplement, il y avait peut-être pas eu ce truc où justement mon père il me laissait voir des choses, mais il avait peut-être pas eu la démarche que j'ai aujourd'hui avec ma fille de se poser à côté de moi et de dire là, tu sais, c'est un cascadeur, il est tombé mais il s'est pas fait mal, lui là il est pas vraiment mort, là le dinosaure qui vient parce que j'ai montré moi Jurassic Park du coup par exemple assez tôt, tu vois. Et je disais, voilà, tu vois, le dinosaure, il a mangé le monsieur, évidemment. Là, c'est des fausses jambes, tu vois, quand il le tient comme ça, là. Le dinosaure, c'est un animatronique. Enfin, j'étais un peu genre, tu sais, le daron qui va voir un spectacle de magie avec ses enfants et qui explique un peu les tours. Mais disons que ça permet aussi de, tu vois, de relativiser et de se dire, bon, ce que je vois, finalement, c'est un spectacle et je choisis d'y croire, mais finalement, rien n'est vrai, quoi. C'est vraiment la démarche inverse de ton père. Mais dans une même optique quand même de passer des films. Oui, oui, oui. Parce Bah, c'est que juste il que, voulait pas uniquement te, enfin, il voulait même pas du tout te choquer, je pense, ton père. Il non, voulait non, non, il juste voulait me te faire montrer. plaisir. C'est quand je disais, moi, je disais, je peux voir Terminator, je peux voir ça. Ah, Il y a- la C'était tout. demande venait de toi quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, Ouais. c'était, tu sais, t'as Rambo qui passe à la télé, t'en as Mm. parlé à tes copains, ils disent, ouais, je vais pas avoir le droit. Je dis, moi, t'inquiète, mon père, il est cool. Donc, tu négocies, tu vois, tu te dis, papa, machin. Il fait, ok, mais il me prévenait, si tu veux. Il me disait, c'est très violent, tu sais, c'est violent, machin. Mais je pense qu'il y avait juste pas eu ce discours de, euh, tout ça et c'est du spectacle, il y a une caméra qui est posée. Enfin, tu sais, c'est ce truc un peu de comprendre, en fait, comment ça fonctionne, comment se fait un film, etc. Et voilà, après, moi, j'ai fait des études de ciné, donc forcément, par rapport à mes enfants, j'ai un peu plus creusé, etc. Donc, j'essaye, sans casser la magie complètement, en tout cas, de bien leur faire comprendre que c'est un, voilà, il y a un spectacle auquel on choisit de croire. Et du coup, ton père, il regardait avec toi ou il te laissait voir tout seul? Il me louait les films, tu vois. Il y avait un vidéoclub à l'époque, hein, les jeunes connaissent pas, hein, mais il y avait les vidéoclubs et tout. Et disons que chaque semaine, plus ou moins, j'avais le droit à une location. Et donc, je me rappelle avoir vu Terminator un mercredi matin, je pense. Il n'y avait pas école à cette époque-là et tout, ou c'était les vacances. Et à un moment, bon, moi, je regardais les films en VF, hein, bon, puis il n'y avait pas encore. Tu pouvais pas, comme sur un DVD, et puis DVD, déjà, c'est vieux. Merde, putain, je suis une génération trop loin. Bon, en tout cas, voilà, tu louais le film en VF, bon, c'est comme ça. Et à un moment, Terminator, tu sais, il voit avec ses super yeux, sa machinerie interne, tout ça, il voit que il peut répondre plusieurs réponses à une question qu'on lui pose. Et il y a un truc, c'est genre fuck you, asshole, ou je sais pas quoi, et c'était traduit en va te faire foutre connard, ou un truc dans le genre, tu vois. Et je me rappelle être allé voir mon père comme ça, qui dormait encore, et tout, parce que lui, il travaillait la nuit, et lui dire comme ça dans l'oreille, va te faire foutre connard. Et je me suis pris une fleugie, tu vois, genre j'étais pas prêt. Est-ce qu'il y avait un rendez-vous familial aussi? Non, à part les sorties cinéma, tu vois, à la télé, comme je te dis, moi, mon père est musicien, donc à cette époque-là, il travaillait souvent le soir, en semaine, il sortait, tu vois, tu sais quoi, t'es artiste, voilà, tu fais du spectacle vivant. Souvent, au moment où les gens sortent, bah, c'est le moment où toi, tu n'es pas forcément chez toi, ou en tout cas, enfin, quand je dis les gens, c'est les jeunes, enfin, tu vois, c'est les soirs finalement où il se passe quelque chose. Toi, t'es au travail. Et donc, voilà, tous les soirs où on aurait pu regarder un truc à la télé et tout, mon père était pas forcément là. Et ma mère, c'est pas une fanatique de cinéma, quoi. Elle, voilà, elle a vu pas mal de films, elle a ses goûts, etc. Enfin, très vite, si tu veux, il y a eu une scission au niveau des goûts, hein. Après, ma mère, on s'entend très bien et on est raccord sur plein de choses essentielles de la vie. Mais au niveau du cinéma, la scission a été très rapide et je pense que ça s'est fait très violemment d'ailleurs sur C'est arrivé près de chez vous, où moi, j'étais comme un dingue en train de me marrer sur Mamie Tromblon, etc. Et elle a été choquée.
Et je le comprends, hein, il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre cet humour noir et ce côté ultra cynique du personnage, etc. Mais voilà, ma mère, elle a un truc où il y a une limite en fait à pas dépasser, tu vois. Et moi, j'ai plutôt tendance à aimer les films tu vois, qui débordent un petit peu ou qui en tout cas vont gratter là où ça fait un peu mal et ou qui te remettent en question. Puisque les sorties cinéma étaient rares, c'était quel genre de film qui vous faisait bouger comme ça en famille Les blockbusters, hein. Ouais. C'est ouais à l'époque, ça va du Disney au Spielberg, les Jurassic Park, Gremlins 2, je me rappelle être allé le voir au ciné aussi. Et moi j'habitais dans le 15e arrondissement à Paname et il y avait un cinéma qui n'existe plus qui s'appelait le Kino Panorama. D'ailleurs à chaque fois que je vois les trois frères, tu sais, ça me fait marrer parce que je pense que ça vient de ce truc-là. Et c'était un écran où c'était vraiment un des plus gros écrans avec le grand écran Italie et, euh, Le Grand Rex? et le Grand Rex, voilà. Et du coup, moi, j'allais voir beaucoup de films là avec la famille. C'était cette époque un peu, tu sais, les acteurs stéroïdés là, voilà, les Stallone, Schwarzy. Tu dis que tu as fait des études de cinéma. Alors, Ouais. ça t'a pris quand? Est-ce que tu as commencé au collège, lycée à déjà faire des courts-métrages, des vidéos ou des options vidéo ou arrivé à l'âge d'être étudiant, tu t'es dit, tiens, je vais faire cinéma? Ouais, c'est plutôt l'option B, c'est-à-dire que j'étais cinéphile et je dirais même cinéphage, quoi. C'est-à-dire que je regardais des films à fond. J'allais beaucoup au cinéma seul le mercredi après-midi. J'étais un des seuls d'ailleurs de mon entourage à le faire. Et elle disait, mais tu vas au cinéma tout seul, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Moi, je m'en fous, moi, je vais voir le film, je kiffe, et puis voilà, après, je l'achète en vidéo, tu vois, en VHS et tout, et puis je montrais le film à mes potes, ça, c'était un kiff, tu vois, ça, c'est un gros kiff, et ça l'est toujours d'ailleurs, de faire découvrir des films, tu vois, redécouvrir un film en le montrant à quelqu'un. Et, euh, et donc, j'avais cette passion pour le ciné, mais tout ce qui était option ciné, tu sais, c'était le mercredi après-midi et tout. Moi, je préférais faire des conneries avec mes potes. Donc, j'étais pas, j'avoue que c'était pas, voilà, j'étais pas un mec qui bidouillait la vidéo, tout ça. Après, si tu veux, quand j'avais 9 10 ans, quand ma sœur est née, mon père avait acheté un caméscope et il avait fait, je pense que c'était un peu parce que, tu sais, c'était la fin de la destruction de mon empire hein, d'enfant roi, tu vois, j'étais enfant unique, etc. Ma sœur arrive. Donc c'était un peu pour me redonner le moral. Il m'avait dit, oh, on va faire un film et tout. Nan, nan. Et on avait fait genre 2 films pendant les vacances. C'était les vacances d'été avec le caméscope. Donc c'est les films tournés montés, tu sais, il n'y a pas de montage, machin. Donc j'avais écrit le scénario et tout. Et j'avais trop kiffé l'expérience. Et je l'avais gardé, on va dire, dans un coin de ma tête et tout. Enfin, en tout cas, c'était un bon souvenir. Et c'est vrai si je te dis ça, mais en seconde, je crois, il y a un pote à moi qui s'avère être le pote avec qui j'ai fait vidéo rap pas mal d'années après. On avait fait des conneries avec un caméscope, mais vraiment, c'était nul. C'était genre les petites annonces, tu vois, et moi, je jouais la comédie. C'était improvisé, il y avait rien écrit. Genre, je faisais le mec moche, le mec un peu bête, enfin, ultra cliché, ultra nul. Et je me rappelle qu'on avait, genre, pardon, ça me fait mal, on avait demandé au CPE d'avoir la salle de projection de notre lycée. Moi, j'étais au lycée Buffon, là, dans le 15e, 14e, je sais plus. Et donc, il y avait une salle avec un grand écran, c'est une grosse télé, tout ça, machin. Et on arrive à avoir cette salle, genre, juste à la fin des cours et on dit à toute la classe, venez voir le film et tout. Quand je pense, c'était la honte, tu vois. C'est genre, tu tripes avec un pote avec le caméscope, tu fais zéro montage, et là, tu mets la cassette devant toute la classe, et les gens qui sont restés, tu sais, commencent à se regarder, commencent à te regarder. Ils font, t'es sérieux là? Ils sont tous barrés. Et genre, il restait peut-être 4-5 meufs qui, tu vois, qui étaient restées pour être polies, etc. Qui à la fin disaient, ah, c'est pas mal, tu te débrouilles pas mal devant la caméra et tout. Ça faisait un petit moment qu'on avait tourné ça. Je me rappelle que pendant un mois, je parlais à mon pote et tout, et je disais, ouais, je sers pas de meuf pour l'instant, mais t'inquiète. Après le film, quand il sera diffusé, et c'était mais l'échec. Mais si tu veux, c'était quand même ce truc de, vas-y, j'ai envie d'être, de me faire voir, j'ai envie
faire marrer les gens, en fait, tu vois, il y avait un petit côté comme ça. J'avais quand même fait un stage aussi c'est en troisième que tu fais un stage, et c'était un truc, hmm, j'ai oublié le nom, mais c'était un truc qui aujourd'hui produit pas mal de films français et tout. Je vois souvent le logo. J'avais vu comment ça se passait un peu, le montage, le tournage. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu un peu cette attirance et cette passion, surtout pour les films. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé la fac de ciné. D'ailleurs, 2 mois avant de commencer, je me suis dit, bon, je vais faire une fac de ciné, mais en vrai, à part 2, 3 films d'Hitchcock qu'est-ce que j'avais vu, je sais pas, certains Lem Show, enfin, quelques films comme ça, tu vois, classiques. Je me suis rendu compte que j'avais pas une grosse culture ciné. En tout cas, on va dire euh, au-delà des années 80, enfin avant les années 80, tu vois, moi j'avais vu un peu tout ce qui était sorti depuis ma naissance, tout ce qui me semblait cool. Mais par contre, il fallait que je rattrape le temps perdu, donc c'est là où en fait je me suis retrouvé dans toutes les salles de ciné d'arrêt d'essai, Saint-Michel, Cluny-la-Sorbonne, etc. Et en fait, Champollion. Champollion, voilà. Et tout ça, en fait, m'a permis de découvrir Paris. C'est-à-dire que petit gars du 15, tu vois, qui est là, qui voit ses potes dans le quartier, machin. Un jour, j'avais un pote, enfin, une année, j'avais un pote qui était dans le 19e. J'étais genre parti ultra loin. Je savais même pas ce que c'était la rive droite, tu vois. Genre, j'arrive 19e, dans une cité, tout ça. C'était genre, waouh, c'est quoi ce monde et tout. Et après, si tu veux, je connaissais, ouais, vite fait les quais de Seine, parce que tu y vas quand t'es lycéen, etc. Mais tout ce quartier latin, tout cet endroit, en fait, toute cette zone où il y a les vieilles salles, en tout cas les petites salles d'arrêt d'essai, c'était inconnu pour moi. Et du coup, je me suis pris de passion pour Paris et pour le centre historique de Paris. Et c'était ultra épanouissant parce que je découvrais ma ville. J'étais comme un touriste dans ma ville et j'enchaînais des 4 films par jour, mais genre pendant, tu sais, 2 mois, je crois. Enfin, tu vois, vraiment jusqu'à ce que les cours commencent. Et là, si tu veux, c'était un shoot j'ai essayé de rattraper tout ce que j'avais pas connu. Et j'étais un peu comme Lilou Dallas dans Le Cinquième Élément. C'était genre, ah, ok, c'est ça, Murnau, Fritz Lang, machin. Enfin, toi, tu te manges un peu tous les. Tu sais, j'avais des listes de genre les meilleurs films, nanana. Donc tu te dis, bon, j'ai vu. Kubrick, je connaissais pas, tu vois, je connaissais Orange Mécanique, j'avais vu vite fait Full Metal Jacket. Et je me mange. Enfin, si, je connaissais 2001 quand même, tu vois. Mais je me mange l'Ultime Razzia, Barry Lyndon. Des, voilà, des films que je connaissais pas, tu vois, et ça m'a. Enfin, j'ai adoré, en fait, tu vois, et je me suis dit, putain, mais c'est un puits sans fond, quoi. Et même quand, je veux dire, tu penses avoir tout vu, eh ben, je sais pas, tu tombes sur une interview d'un acteur, d'un réalisateur qui va te dire, ouais, moi j'adore tel cinéaste, et tu te dis, putain, lui, il adore lui, ah, vas-y, je vais aller regarder. Et là, tu redécouvres des trucs. Et d'ailleurs, ça m'avait fait ça quand j'étais au lycée sur 2001, parce que j'ai dû le voir quand j'étais en première, un truc comme ça. Et 2001, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, d'où Star Wars, d'où Alien, d'où, tu sais, tous ces films que j'aimais. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, tu te rends compte que s'il n'y avait pas eu ce film-là, il n'y aurait pas eu cette esthétique, en fait, des films de la nouvelle science-fiction. Enfin, tu vois, c'est vraiment une avancée énorme et c'est révolutionnaire. Et c'est ce truc-là, en fait, où tu te dis, bon, 2001, il a ses côtés chiants, tout ce que tu veux, mais si tu le remets en perspective par rapport à son importance dans l'histoire du cinéma, esthétiquement parlant, tu vois, tu te dis, ok, normal, tu vois, que le film soit tout le temps cité parmi les chefs-d'œuvre absolus de l'histoire du ciné, quoi. Le fait d'être dans cette école-là, ça t'a apporté un appareil critique, sûrement, une capacité d'analyse ensuite. Est-ce que ça a changé ta manière de voir les films ou est-ce que tu arrives à garder l'innocence primaire de ton enfance Non, quand tu non, et vois un film? c'est pour ça que je fais pas du cinéma, hein, mec. En vérité, c'est parce que j'ai fait une fac de ciné que je fais pas de film. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà, je fais des petits clips de temps en temps, je m'investis à fond dans la réal de chaque clip, on va dire. J'essaye tu vois, vraiment de co-réaliser les clips. Tu vois, je les signe pas, mais j'essaye à chaque fois voilà, que ça me ressemble, tu vois, qu'il y a un petit peu ma patte dedans, même si à chaque fois je fais appel à des talents différents. Mais si tu veux, le moment où j'étais en fac de ciné, je me suis acheté un caméscope et en fait,
dès que je filmais un truc, je faisais ouais, mais non, parce qu'un travelling, Godard, il a dit que tatata, tatati, tatata, tu vois. J'ai fait Paris 3 et Paris 8. Alors Paris 8 était plus intéressant que Paris 3. Paris 3, c'est vraiment, si tu finis au Cahier du cinéma ou chez Positif, tu vois, je respecte absolument les gens qui font ce métier-là, mais tu fais pas de film. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a très peu de gens qui sortent de là et qui sont devenus des réals connus. La fac de ciné Paris 3, c'est ultra intéressant parce que tu décortiques les films, tu réfléchis, c'est très théorique, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait le père de Pierre Ninet qui était là-bas, qui s'appelait François Ninet, qui était un super prof. On avait parlé c'était par rapport à la sémantique, je sais pas quoi, Christian Metz. Enfin, c'était un peu, ça allait au-delà, si tu veux, de juste du spectacle et du divertissement. On était vraiment dans de la réflexion et forcément, quand on est à ce niveau d'intellectualisation et de réflexion autour du cinéma, eh ben, on finit par être un petit peu snob, tu vois, je parle pour moi, hein, je dis pas forcément que les profs le sont là-bas, mais tu finis par être un petit peu snob et à dire Spielberg, c'est peut-être un peu vulgaire, c'est peut-être un peu, tu vois, et par moment, il m'est arrivé de renier, tu vois, tout mon passé et tous ces kiffs que j'avais pu avoir sur les gros films dont on parlait, tu vois, les True Lies, les Cliffhanger, machin, qui en fait sont des films purement divertissant, tu vois, et où justement le montage est plutôt invisible. Justement, il y avait cette notion d'ailleurs de montage invisible dont on parlait parfois, qui est justement, tu n'es pas dans quelque chose de discursif, c'est pas genre un plan suivi d'un autre plan et les deux juxtaposés font que ça raconte quelque chose. C'est vraiment, tu suis le truc et c'est comme un prestidigitateur ou un magicien, quoi, en fait, qui t'emmène quelque part et tu te laisses prendre. Et c'est les héritiers de Méliès, etc. Mais c'est juste que, ouais, il y a un moment où je pense que j'ai perdu un peu cette innocence, comme tu disais. Et faire un film, pour moi, c'était genre, d'abord, quel est le sens profond du film, tu vois. C'était pas juste, j'ai envie de raconter une histoire avec des potes et de kiffer, tu vois. Donc évidemment, j'ai fait des petits courts-métrages avec des potes et j'ai aussi, comment dire, fait des trucs avec des équipes un peu plus grosses. Ce que je faisais aussi après, quand j'étais à Paris 8, là, c'était un peu plus pratique. On pouvait faire des films, toucher à des caméras, apprendre un peu à utiliser les logiciels de montage, etc. Donc, c'était plus intéressant. Et parallèlement à ça, j'allais à Orsayville. Et en fait, il y avait un truc qui s'appelait le Caméra Club et c'était tous les samedis. Et là-bas, on faisait vraiment de la pratique. Et il y avait donc cette approche plus pratique et la possibilité, comme je dis, de faire des films avec des vraies équipes. On disait, voilà, toi, tu vas être décorateur, toi, tu vas être scénariste, machin. Donc, il y a eu une ou deux fois où j'ai pu être réal, donc j'ai fait des films. C'est nul, mais ça reste entre nous, tu vois. Enfin, je veux dire, ça reste dans un disque dur, surtout. Et après, quand j'étais donc encore à Paris 8, j'ai fait un documentaire sur mon père. Et je crois que c'est là où il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois. C'est à la fois, je me suis dit, waouh, le documentaire, ça me va bien, ça me correspond, parce que finalement, j'ai ce côté un peu, j'aime improviser, tu vois, et j'aime arriver dans un lieu et tu vois capter le truc et dire tiens je vais filmer comme ça, tiens j'aime de toutes mes expériences, moi je préfère quand c'est du décor réel, tu vois, le truc de studio et tout, ça casse toute la magie, parce que tu te dis il faut mettre la lumière là, le truc, toi tu vas rentrer là, alors que quand tu es dans un décor naturel et en plus quand c'est du docu, parfois tu arrives en même temps qu'un personnage qui découvre le lieu et tout, tu dois tout de suite regarder, être réactif, etc. Et en fait, t'inventes en même temps que tu filmes, parce que moi, je filmais les trucs. Et là, j'ai senti quelque chose de fort et je me suis dit, ah, là, le docu, ça me plaît. Et aussi, le fait d'avoir fait ce docu sur mon père qui est musicien, ça m'a permis de le découvrir un peu plus. D'abord, je l'ai filmé sur Paris et après, je suis parti en Colombie, parce qu'il est colombien. Et si tu veux, c'était un peu ce retour aux racines et vers mes origines. Et c'était un truc par rapport à son propre père, qui lui-même était compositeur. Et je me suis rendu compte, en tournant ce documentaire, que mon père, j'avais la vingtaine, tu vois, petite vingtaine et tout, et je me suis dit, en fait, ça a désacralisé mon père. C'est-à-dire que je pense que tous les adultes le diront aujourd'hui. Enfin, il y a un moment où nos parents sont sur un piédestal
Et puis après, on se dit, mais non, mais en fait, il y a plein de trucs qu'ils savent pas. C'est des gros baratineurs. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression que, tu sais, c'est le savoir absolu, la sagesse, la bibliothèque humaine. Et en réalité, ils ont plein de failles, nos parents. Et donc, si tu veux, je sais pas, ça m'a fait passer, on va dire, peut-être à l'âge adulte, tu vois, un petit peu plus tard que pas mal de gens. Moi, je faisais déjà du rap un petit peu en parallèle avec des potes. J'ai commencé le rap finalement quand j'ai commencé la fac de ciné, parce qu'il me fallait quelque chose à faire à côté, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah putain, mais je pourrais faire de la musique aussi, tu vois. Genre, je me suis dit finalement, c'est pas, même si j'ai pas les connaissances au niveau du solfège, etc. Enfin, il y avait quelque chose dans le discours, dans l'approche artistique et tout, où je me suis dit finalement, ah ouais, je suis peut-être un artiste. Bah, tout ça, en tout cas, c'est débloqué avec ce docu que j'ai fait sur mon père, qui finalement est jamais sorti, quoi. Je l'ai montré juste aux gens de la fac pour avoir mon diplôme, Et à mais en ton tout cas, père aussi. et je l'ai montré à mon père, sauf que je l'ai fait en deux parties. La première partie, elle était terminée, tout ça. Et la deuxième partie, avec les rushs en Colombie, en fait, ils sont chez moi dans un sac plastique. J'ai jamais monté ces rushs puisque j'ai eu mon diplôme sans avoir besoin de monter le film. Et je me suis dit, ouais, je le ferai. T'inquiète, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et je vais le faire, hein, mais je l'ai toujours pas fait. Une formation de cinéma, tu faisais du rap en parallèle. Moi, je t'ai connu sur les scènes slam. T'as fait écriture, donc musique, réalisation. Et tout ça, je pense que ça prend forme dans Hippocampe Fou en solo. Là, tu peux utiliser toutes tes casquettes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure? Moi, j'ai l'impression que ça a commencé avec vidéo rap. C'est Bah, peut-être. en fait, ça. Mais même vidéo, bah, tu sais, avant vidéo rap, il y a eu la secte phonétique. Et avant la secte phonétique, il y a eu les scènes slam. Et les scènes slam, t'étais là, mec. Je te dis, mec, tu vois, parce qu'on se connaît, tu vois. Et franchement, je te le dis vraiment, hein, c'est pas parce que c'est ton émission et tout, mais tu fais partie des, on va dire, 5-6 artistes de cette période-là des scènes slam qui m'ont énormément influencé. Tu vois, donc il Ah bah faut rendre mince. à Ed Wood ce qui appartient à Ed Wood. Non, peut-être que d'une certaine façon, tu as créé un mec bizarre, tu vois, mais je veux dire, il y avait toi, il y avait le Robert, voilà, c'était ultra beau, et puis il avait fait un album comme ça, un peu spoken word, avec de la musique, on aurait dit du Satie derrière, enfin, c'était incroyable, moi je trouvais ça incroyable. Et puis il y avait Mathurin, le fameux Mathurin, le moustachu, l'autre moustachu. Et si tu veux, quand je vous voyais donc tous performer, ce que j'adorais en fait, c'était que vous aviez tous votre patte et votre style propre. Et moi, à cette période-là, j'étais encore, tu sais, en train de chercher un peu qui j'étais, quoi. Donc, je testais des trucs. Je disais, ouais, mais moi, je suis un rappeur, alors je vais débiter. Je disais, ouais, mais j'ai envie de faire des trucs un peu touchants. Donc, j'essayais plein de choses, tu vois. Et puis, finalement, de voir des artistes comme vous, toi, pour moi, c'était vraiment justement le truc ciné à fond, tu vois, avec plein de références cinématographiques, très porté sur le cul aussi, tu vois, c'était coquin, c'était grivois, voilà, c'était grivois. C'était jamais vulgaire, tu vois, mais c'était très porté sur le cul. Et voilà, et tout ça, forcément, moi, ça m'a nourri parce que j'étais un peu plus novice, tu vois, et je pense que ça, finalement, ça a donné le hippocampe qu'il y a eu dans la secte phonétique, donc un groupe dont j'ai fait partie pendant, allez, 4-5 ans, un truc comme ça. Et c'était deux beatboxers rappeurs qui m'ont pris. Moi, je commençais à peine les scènes slam, donc dont je parlais juste avant, et ils m'ont dit putain, mais tu sais faire du beatbox, tu sais rapper, t'as une bonne plume, un bon flow, voilà. Donc pourquoi tu ferais pas partie de notre duo qui du coup deviendrait trio? Et donc on a formé pendant 4-5 ans la secte phonétique. Et à l'issue de ça, vers la fin, quand ça commençait un peu à se clasher, bon, les groupes, tu connais, c'est toujours un peu compliqué. Chacun a sa vision, chacun a envie d'être le capitaine du bateau et d'emmener le bateau dans une direction plutôt qu'une autre. Et si tu veux, à ce moment-là, il y a mon pote justement du lycée dont je parlais avant, qui me dit, mec, viens, on fait des vidéos, la secte là, ils ont pas envie de faire des clips, ils voulaient faire que du live, c'est bien, mais les vidéos, mec, il y a Dailymotion, tu connais Dailymotion, YouTube et tout,
faire des vidéos, mec. Et donc, moi, je lui dis, vas-y, ok. Lui, il est scénariste et tout. Et il me dit, ok, on va trouver un concept. Tu sais quoi, qu'est-ce que t'aimes bien dans la vie? T'aimes bien, tu sais, qu'à chaque fois qu'on vient chez toi, tu nous montres des vidéos à la con, là, les trucs de abruti.com, là, des vidéos insolites. À chaque fois, tu fais chier tout le monde en disant, regarde ma vidéo, elle est trop bien. Regarde, regarde. Et c'est vrai qu'à cette période-là, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux où tu pouvais partager. Tu sais. Donc, moi, je faisais des listes. Je faisais des listes de favoris comme ça. Et dès que les potes venaient à la maison, je me regarde ça. Et celle-là. Et tu as vu le surfeur là sur la grosse vague, machin. Est-ce que tu as vu l'homme arbre? Et regarde, et machin. Et donc, il m'a, si tu veux, il m'a dit, il faut qu'on se serve de ça. Et on va créer un personnage qui finalement est toi, tu vois, mais autour de ça, en se disant, c'est un mec qui prend des vidéos comme ça à la con sur Internet, des vidéos insolites, et qui fait un texte de rap autour de ça. En fait, après vidéo rap, bah, tu as pris ton envol quand même. Là, c'était sérieusement Hippocampe Fou, tu as enchaîné les albums, les clips. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est que tu t'impliques à fond, même si tu signes pas les clips. Je pense que tu es peut-être le directeur artistique ou je sais pas comment tu pourrais nommer ça, mais Ouais, c'est un peu ça. Je suis le casse-couille aussi. Je pense que sur tous les réals avec qui j'ai pu bosser, réalisateurs, réalisatrices, euh, il y a une bonne moitié qui vont te dire, putain, le mec, contrôle fric, chiant, il est là, tu vois, vouloir voir tout, en fait. Tout. Moi, j'aime pas l'idée de, tu vois, de confier le clip, et puis après, vas-y, livre-moi le truc, et je dis rien. Tu vois, hmm. c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ferais peut-être si je bossais un jour avec, j'en sais rien moi, avec Michel Gondry ou je dis pas du tout qu'ils sont pas du même niveau, mais c'est juste pour moi, on fait ça en duo, on fait ça un peu main dans la main et c'est plaisant. Et moi, si je fais des clips, c'est pas juste pour avoir une visibilité et faire du stream et gagner de l'argent, tu vois. C'est aussi parce que j'aime ce travail-là, tu vois. Enfin, même si c'est pas moi qui mets la main à la pâte, c'est pas moi qui fais le storyboard, tout ce que tu veux, le fait de pouvoir réfléchir, brainstormer autour du clip et ensuite de suivre l'évolution, donner mon avis et faire en sorte que finalement ça me ressemble, tu vois. Pour moi, c'est vachement important et voilà. Et bon, après, la plupart des gens avec qui je travaille, ils comprennent ça et du coup, voilà, ils m'acceptent, ils prennent sur leurs genoux comme ça et ils me et voilà, et ils me rassurent le plus possible. Mais c'est vrai qu'après, il y a des trucs que j'ai fait tout seul aussi. Tu vois, il y a un clip comme ça que j'ai fait quasiment tout seul. C'est un morceau qui s'appelle Le mal du pays, parce que je suis parti finalement avec ma femme et mes enfants à New York pendant 2 ans et demi, 3 ans. Alors je revenais très régulièrement parce que j'avais des concerts et un album à défendre en France. Mais à un moment là-bas, je me suis senti vraiment exilé et loin de tout. Et j'ai eu envie d'en faire un morceau. Et après, je me suis dit, bah, logique, je vais le faire en selfie avec mon téléphone. Et qu'est-ce qu'il y a de plus solitaire et de plus. Enfin, qu'est-ce qui traduit le plus la solitude que le selfie, tu vois? Voilà, donc ça me semblait évident. Et donc, ça, je l'ai tourné, je l'ai monté. Et après, je l'ai filé à un étalonneur qui a fait un peu de FX, etc. Et qui a précisé, on va dire, le rythme de mon montage, parce que malheureusement, en ce moment, j'ai que eMovie, donc pour le montage, c'est la misère. Tu sais, c'est t'enlèves un bloc, ça te ramène tout là. Enfin, c'est un cauchemar. Parce que moi, à l'époque, j'avais Final Cut, j'ai même eu Avid à un moment. Puis après, je sais pas, la flemme, tu sais, j'ai dit, vas-y, j'ai pas envie de reprendre des versions craquées, je sais pas quoi. Vas-y, eMovie, c'est bien pour ce que j'ai à faire de temps en temps. Et donc, finalement, il m'arrive régulièrement, enfin, peut-être pas ces derniers temps, parce que c'est vrai que là, comme je te disais, j'ai un peu de mal. Le fait de pas avoir la promesse de la rencontre avec le public et le concert, ça me motive Hmm. pas énormément. Mais j'ai quand même fait des petites vidéos où je me filmais tout seul ou tu vois, face à mon ordi, des trucs un peu qui pour moi sont pas vraiment des clips, qui sont plus moi j'appelle ça des self-free, tu vois. J'en ai fait quelques-uns. Donc c'est des trucs où tu sais, j'ai une sorte de steadicam, tu sais. Donc je mets le téléphone dessus et puis je me filme, machin, et puis les gens autour, ils doivent me trouver ridicule, mais ça donne une vidéo plutôt cool à la fin. Et donc voilà, ça c'est mes dernières expériences de réal, entre guillemets, de cadreur plutôt. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris,
tout ce qui m'a marqué, touché, se retrouve à la fois dans les clips. Ça peut être des clins d'œil au niveau des, tu vois, parfois il y a des petits personnages qui me disent par-ci par-là, tu vois, des petites références à la culture populaire en fait, à tout ce qui a pu marquer mon enfance et celle d'autres personnes. Et après, évidemment, dans les textes, comme tu le faisais bien avant moi, tu vois, bon, je le faisais aussi, mais tu vois, placer le nom d'un comédien, d'un réalisateur, d'un personnage de film. Et puis voilà, tout le monde le fait aussi aujourd'hui dans le rap. Et puis même, ah si, dans la chanson aussi, ça se fait, quoi. Mais dans le rap, c'est quand même un truc, il y a beaucoup de name dropping, quoi. C'est un Hmm. exercice qui est quand même assez rattaché au hip-hop. Et quand je fais du name dropping, je pense que c'est pareil pour toi, j'essaye de pas prendre vraiment le truc, c'est du moment. Par exemple, il y a une série, je sais pas, tout ça cartonne, tout le monde regarde. Là, par exemple, j'ai vu le jeu de la dame, la Queen's Gambit et tout, c'était super. Mais je vais pas placer le nom du personnage parce que déjà j'ai oublié, tu vois, et que non, et que je pense pas que c'est une belle série, elle m'a touché, mais je pense pas que moi elle va me parler pendant des années et des années, tu vois. Mais en revanche, j'en sais rien, il y a des trucs qui ont tellement marqué plusieurs années, plusieurs presque générations. Tu vois, que ce soit, je sais pas moi, les Simpsons, Friends, South Park, enfin, des trucs qui ont duré des années et des années. Là, je pense que tu dis, OK, ça a marqué durablement les esprits et je pense que finalement, des gens d'époques différentes vont pouvoir avoir la ref. Et puis après, sinon, bah voilà, tu vas chercher dans des trucs classiques, quoi. Tu vois, tu mets un petit King Kong, un petit, enfin, voilà, tous ces trucs qui ont traversé le temps et qui continuent. D'ailleurs, il y a un nouveau King Kong et Godzilla, là, j'ai vu. J'avais une question à te poser sur les high concept justement de tes clips. Ouais. À chaque fois, il y a un high concept ou une technique. Par exemple, ça peut être l'animation, le stop motion, enfin mêlé. Enfin, il y a plein de techniques Alors différentes. attends, high concept juste, pas la ref, Bah, désolé. tu as une idée qui guide ton clip. Par exemple, tu es tout seul, Mmh, tu fais un selfie. Tu mmh, fais mmh, tout le mmh, clip en mmh, selfie. mmh, mmh, Est-ce que mmh. à chaque fois c'est toi qui apportes ça ou tu choisis le réalisateur qui va t'apporter ça à ton morceau? Bah, disons que bah, je connaissais pas ce terme-là. Je veux dire, je vais devenir high concepteur. Non, parce que oui, c'est souvent moi qui amène le concept de base et je vais voir, ou j'en parle en tout cas tout de suite, avec un réal qui me semble adapté, tu vois, ou en tout cas qui va savoir me surprendre et qui surtout maîtrise cette technique-là, tu vois. Quand j'ai fait des clips en anime et tout, c'était un ami à moi qui s'appelle Anaël Boin. On avait fait Au nom du Père Noël et Retroman ensemble. Et, et en fait, l'idée. Alors, Au nom du Père Noël, c'est peut-être pas forcément moi qui ai eu l'idée, c'était peut-être mon pote Lolo là, de l'époque vidéo rap. Mais Retroman, en revanche, je lui avais dit, ce serait trop cool de faire un clip, en fait, avec des vieilles cartes postales et dessus d'avoir un personnage animé, tu vois. Ou en tout cas, de mélanger animation et vieilles cartes postales, vu que c'est Retroman, etc. Donc, ça, si tu veux, l'idée est venue en parlant dès le premier rendez-vous, mais j'essaye d'avoir toujours cette idée initiale sur Fallait pas rigoler. Quand je suis allé voir le réal, enfin, quand j'en ai parlé, j'avais dit ouais, plan séquence avec 4 ambiances, etc. On tourne dans un studio. Et après, c'est lui qui a conceptualisé, qui a placé exactement la caméra où fallait, les décors, etc. Mais j'essaye d'avoir toujours ouais, l'idée de base, quoi. L'idée de base parce que c'est après, par exemple, sur un des derniers clips qui est sorti qui s'appelle Swipe Right, enfin qui est d'ailleurs le dernier clip sorti. C'est sorti en juin dernier. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est un gros travail en duo, c'est-à-dire que il y a une fille qui m'a dit j'aimerais bien bosser avec toi. Elle m'a envoyé des petites animes qu'elle faisait en, tu vois, un peu 3D, tout ça. Je pense que c'est pas mal d'images libres de droit, tu sais, sur des sites comme ça. Et elle mélange tout ça et elle crée quelque chose d'assez surréaliste, tu vois. Et du coup, je lui ai dit putain, j'adore ce que tu fais. Enfin, j'ai vu un peu tes travaux.
J'ai un morceau, c'est un morceau qui parle un peu de Tinder et tu vois, de la, comment dire, de ces nouveaux trucs matrimoniaux, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, bref, des sites de rencontres. Et qu'est-ce que tu pourrais me proposer, tu vois? Et là, en fait, elle m'a sorti un dossier avec que des trucs de ouf, genre un gorille avec des pouces à la place des bras, une montre religieuse avec un corps de femme, enfin machin. Et j'ai dit, waouh, trop bien, tu vois? Genre, j'ai dit, j'adore ce que tu proposes, machin. Et en fait, à partir de cette matière première, on a travaillé vraiment finalement une sorte de scénario, tu vois, un truc où on faisait évoluer les personnages et on les faisait se rencontrer. Et là, pour le coup, ouais, ça arrive aussi que, tu vois, que j'ai juste envie de bosser avec quelqu'un et que cette personne, en fait, me propose quelque chose d'incroyable comme première proposition, machin. Et après, si tu veux, là, moi, voilà, je veux pas dire qu'à chaque fois, c'est moi qui, tu vois, qui définit tout, mais souvent, c'est vraiment ce brainstorming à deux qui fait avancer chaque clip. Et, euh, et voilà, il y a quand même toujours une petite idée de fond et après, il y a aussi ce truc de quand tu mets en image un morceau, si le morceau est très explicite, tu vois, enfin dans le texte, c'est parfois difficile finalement de pas que ce soit pas de la redite, tu vois, que ce soit pas juste de la simple illustration. Donc j'essaye aussi toujours de réfléchir à une sorte Complémentarité de plutôt que. complémentarité, c'est ça, et qu'il y a une sorte de double discours entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, sans que ce soit trop intellectuel, mais après, voilà, hein, par moment, tu sais, quand tu bosses, je pense que c'est pareil, les morceaux, et tu le sais aussi bien que moi, tu vois, c'est parfois tu te dis, waouh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, punchline, machin, et après, les gens, ils entendent juste, ils entendent un nom comme ça, ouais, mais en fait, ils n'ont pas capté tout ce que tu as mis à l'intérieur, tu vois, ils n'ont pas capté qu'en fait, chaque phrase, il y a un sens caché. Tu vois, il y a des sites, là, genre Rap Genius, que tu dois connaître, tu vois, qui décryptent en fait les textes. Non seulement ils retranscrivent un peu toutes les paroles des chansons, mais dans tous les styles, hein, pas que dans le rap. Et en fait, après, il y a des mecs qui vont gratter. Parfois même, c'est les artistes qui donnent leur interprétation ou qui expliquent ce qu'ils ont voulu dire. Et ça, j'aime bien en fait finalement, parce que c'est ce que j'aimais bien quand j'étais au lycée. Tu sais, quand tu faisais de l'analyse de texte, voilà, et que tu t'essayais de décortiquer un peu des poèmes et sans être voilà complètement barré, essayer de vraiment coller à ne pas être que dans le fond, mais aussi analyser la forme, tu vois. Je pense que c'est un exercice qui est assez jouissif et finalement, euh, je le fais très peu en tant qu'auditeur. Ça fait un peu mec qui se la pète, tu vois, mais quand je tombe sur un artiste, que ce soit toi, que ce soit je sais pas, il y a des gens comme ça. Ouais, je trouve qu'Alpha One, par exemple, en rap, il se débrouille très très bien. Je trouve qu'il est très fort. Il y a plein de punchlines, de double sens, etc. Quand il y a ce truc tu vois, de cacher un peu des significations ou pas forcément dans la référence, mais juste tu vois, d'avoir un truc qui peut se lire voilà, double sens, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans le rap aujourd'hui. Enfin, bon, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Il y a des gens, ils sont plus dans l'énergie, dans le message brut, tu vois, genre, j'ai envie de dire ça, je le dis, et tant mieux, parce que l'émotion, souvent, elle a besoin de simplicité, et t'as pas besoin tu vois, de Un faire des trajet direct, quoi. c'est ça. Mais par moment, en tant que mec qui aime le texte et qui aime un peu analyser, peut-être parce que j'ai fait cette fac de ciné, tu vois, j'aime pouvoir griller qu'il y a il y a des choses un peu cachées, il y a un trésor en fait qui est enfoui entre ces quelques rimes, tu vois. J'ai une dernière question. Tu Ouais. parles d'une petite sœur. Vous Ouais, avez combien d'écart? on a 10 ans. Ah oui, ah, c'est beaucoup. Ouais. Parce que j'allais te demander, à ton tour, est-ce que toi, tu lui passais des films? Est-ce que tu lui as fait découvrir des choses qui n'étaient pas de Là, son âge? là, tu rentres dans un truc qui a pu l'emmener jusqu'en thérapie, tout ça, hein. Moi, Non, merde. moi, j'étais sans pitié. Non, j'étais sans pitié dans le sens où, et c'est pour ça d'ailleurs que l'ayant fait avec ma sœur, je le fais pas du tout avec mes enfants parce que je sais qu'elle en a souffert à un moment.
c'est que moi, c'était un plaisir en fait de lui montrer des trucs pas du tout de son âge, tu vois. Alors, je parle pas de porno, de trucs comme ça, mais c'était vraiment, je suis là, je commence à regarder 28 jours plus tard sur le canapé dans le salon. Elle est à côté, elle regarde. J'enlève le casque, je fais tiens, regarde avec moi. Tu sais, genre, elle avait, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Et traumatisme, traumatisme. Elle était pas prête. Ah. 28 jours plus tard. Ring aussi. Ring, elle a voulu le voir elle-même, tu vois. Ah. Tu vois, Mais et Ring, elle avait. Non, non, mais ouais, elle avait 10, 11 ans, quoi. Et donc, elle regarde Ring, et elle fait, oh, ça fait pas peur, tu sais. Et puis après, bon, je sais pas si tout le monde l'a vu, ce film, mais je parle de la version japonaise. Après, j'ai pas vu les remakes et tout, mais il se passe ce qui se passe à la fin. Et là, elle ferme l'ordi, tout ça. Et c'est parce que je lui avais lancé un peu un challenge, tu vois, un défi, genre tu n'oseras pas voir ce film, tu vas voir, tu vas flipper de ouf et tout. Et, euh, et en fait, finalement, après, pendant 5-6 ans, c'est elle qui m'appelait pour me dire t'as vu Conjuring, t'as vu ça, putain, ce film-là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, des trucs que j'avais pas vus, et elle me disait mais il faut absolument que tu ailles voir ça, tu vas flipper, tu vas flipper. Et donc on a une complicité autour de ça. D'ailleurs récemment, je lui ai montré Midsommar là parce que j'avais pris une grosse gifle devant ce film-là, et elle sait que tu vois qu'on a un peu les mêmes goûts finalement. On est de la même famille, on a quand même grandi une bonne partie de notre vie ensemble. Et voilà. Et non, non, il y avait ce truc en tout cas de faire flipper. Et puis en plus, j'adorais, tu sais, on dormait ensemble chez mes grands-parents dans une chambre comme ça au premier étage d'un chalet. Et du coup, elle se couchait un peu avant moi. Et je venais l'aborder plus ou moins, enfin tu vois, lui raconter une histoire, un truc. Je disais, n'oublie pas, tu sais, dans le placard là, tu sais, il y avait une soupente, ça s'appelle les soupentes. Je dis, il y a le zombie de Resident Evil, parce que à l'époque, je jouais à Resident Evil. Et en fait, elle m'a dit ça, c'est des heures et des heures d'insomnie, tu vois, le zombie. Et je me rendais pas compte, parce que moi, ça me faisait marrer, mais en fait, elle était petite. Et moi, n'ayant pas eu de grand frère, grande sœur, tu vois, pour moi, voilà, je prenais ça comme un jeu et je me suis pas mis à sa place. Donc, maintenant, elle m'en veut pas trop. Je veux dire, elle est passée au-delà de ça. Et puis, son côté fascination pour les films d'horreur et tout, s'est passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu, ouais, il y a eu une période où elle m'en voulait presque parce qu'elle me disait, tu m'as détraqué le cerveau et en fait, je suis fasciné que par des trucs extrêmes. Tu vois, c'est comme de l'adrénaline. Tu vois, tu as besoin de voir les trucs toujours les plus violents, les plus choquants, les plus anxiogènes possibles. Mais elle est passée au-delà de ça. Et puis maintenant, elle se regarde de temps en temps des trucs flippants comme nous tous, quoi. Et puis non, de mais toute dis-moi façon, les réalisateurs qui te font kiffer en ce moment. bah écoute, j'ai parlé de Midsommar là. C'est Harry Astor, c'est ça? Ari Aster, exactement. En fait, si tu veux, le mec a fait que 2 films pour l'instant, peut-être un court métrage avant ou un long métrage en tout cas qui n'a pas forcément été diffusé. Et moi, c'est toujours ce truc quand les mecs arrivent, ils te font un premier film là, Hereditary, machin. Bon, il y a un peu des imperfections, mais tu te prends une gifle. Midsommar, baf, gros, tu vois, il y a un truc, ça m'a fait comme Shining un peu la première fois. Et même si c'est plein d'influences mais le mec a 34 ans, tu vois, donc tu te dis, ok, si à 34 ans il fait ça, vas-y, fais voir. Donc il y a lui, et pour moi, pareil, dans ces jeunes bâtards là qui sont plus jeunes que moi et qui sont trop forts, Damien Chazelle, il est trop fort. Enfin, moi, Whiplash, gifle, tous les gens n'ont pas aimé, mais moi, gifle. La La Land, j'ai trop kiffé, tu vois. Les gens ils disent ouais, on n'y croit pas, l'eau de rose, tout ça. Moi, j'ai été touché, tu vois, et Ryan Gosling, que j'aime pas forcément toujours, je trouve que dans ce film-là, et dans First Man d'ailleurs, qui est le troisième film de Damien Chazelle, je le trouve ultra touchant, en fait, parce qu'il a un côté très froid, genre je ressens rien, et Mm. puis par moments, tu sens l'émotion qui monte et tout, et en fait, étant un peu comme ça, moi je suis pas du genre, sauf en interview, je fais des grands gestes, mais dans la vie, tu sais, je suis plutôt calme, réservé, et je suis pas du genre à pleurer comme un fou, très fort et tout, et finalement, ouais, que ce soit Neil Armstrong dans First Man ou le mec de La La Land, je sais plus son nom, bah, les personnages m'ont touché. Et puis Emma Stone aussi, évidemment. Donc Damien Chazelle, ouais, voilà quoi. Le mec, il débarque.
il rentre dans mes top films préférés alors qu'il est plus jeune que moi. Faut se calmer un moment, tu vois. Genre. Non, mais en plus, c'est ce genre de film où tu regardes et puis en fait, parfois tu pleures et si tu pleures même pas parce que la situation est touchante, si tu pleures, c'est parce que tu fais un bâtard, comment il est trop fort. C'est comme quand tu vois un super rappeur ou chanteur et tout et tu te dis, tu sais, t'es touché et en même temps, ça te touche au fond de toi en te disant, ah, le mec, il est tellement meilleur que moi et tout. Et ça, voilà, ça fait partie un peu des trucs où ça blesse l'ego et du coup, le mec, ça le sacralise, tu vois, parce qu'il me fait mettre le genou à terre. Et je pense que dans la musique, moi, j'ai ressenti ça avec Stromae, par exemple, tu vois, c'était quand Stromae, il est arrivé et tout, ah, j'avais envie de pleurer, tu vois, genre, voilà. Et j'en parle très souvent, hein. Bah, ça fait longtemps qu'il a pas fait de morceaux en tant que Stromae et tout ça, mais ça fait partie des gars comme ça qui te remettent en place, en fait, tu vois, et qui disent, mec, c'est bien ce que tu fais, mais reste à ta place, tu vois, genre, il y a des gars, ils volent très haut, et puis voilà, tu vois, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et donc, c'est pour ça que là, le dernier morceau qui est sorti, La thune de ma femme, je me suis dit, bon, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que je dis dans le morceau est vrai. On en a parlé au tout début, tout ça. Et en même temps, c'est rare. En tout cas, à ma connaissance, je connais pas un rappeur qui dit je vis bien, j'ai une bête de vie grâce à la thune de ma femme, tu vois. Et je me suis dit, intéressant parce que c'est vrai et en même temps, c'est original. Donc, si tu veux, quand il y a un déclic comme ça et que je me dis, voilà, ça va me faire plaisir de le faire et en même temps, ce sera une nouvelle proposition, un nouveau point de vue, eh ben, je fonce. Et là, il n'y a pas de blocage. Mais ça arrive pas tous les jours, tu vois. J'aimerais bien tous les jours avoir une illumination comme ça. Après, voilà, hein, je pourrais écrire tous les jours des ego trips en disant que c'est moi le meilleur rappeur et en faisant plein de name dropping et tout, mais bon, je pense que j'ai plus l'âge en fait pour faire ça. À un moment, on est là, on a une barbe blanche, tout ça. Tu sais, ça fait le vieux qui fait mais je suis encore dans le game, je peux pas tester. Je pense qu'il faut raconter des histoires et des trucs qui sont un peu, voilà, qui nous sont propres.